Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Arc-en-ciel Info. Arc-en-ciel, animation festive. Arc-en-ciel, au cœur du Maroc. Une période de fête qui était couronnée par un discours du souverain marocain suite à cette fête nationale, le 40e anniversaire de la Marche verte, qui est très fort et très intéressant, et surtout après les élections du mois de septembre dernier, en ce qui concerne la régionalisation avancée. Afin d'éclairer nos auditeurs et auditrices, nous sommes en direct avec une personnalité de grande notoriété qui a marqué l'histoire du Maroc à travers un certain nombre de postes qu'il a occupés de plusieurs années. Vous présentez en live, c'est Mohamed Green de Rabat. Bonjour, c'est Mohamed Green. Bonjour, merci pour m'avoir donné l'occasion un peu de échanger avec vous au niveau d'Arc-en-ciel. Merci beaucoup. Écoutez, Monsieur Green et Rani Al-Ta'arif, bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel, une émission qui est dédiée aussi à la promotion de la relation France-Maroc, mais aussi les avancées culturelles, économiques et politiques qui touchent le Royaume du Maroc. Et vous êtes parmi les grands observateurs du Royaume du Maroc dans ce domaine. Et à ce titre-là, nous souhaitons s'entretenir avec vous. Et c'est un honneur pour nous d'avoir votre avis, surtout après le discours du souverain du Royaume du Maroc, Mohamed VI, et surtout après les élections régionales du mois de septembre dernier. Je ne vous cache pas la vérité, vous avez un CV très 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 long. Je vais essayer de faire pour le mieux. Mohamed Green a occupé différentes responsabilités du groupe Caisse, Dépôt et Gestion, la CDG Maroc, qu'il a rejoint en 1978. Responsable à la Caisse nationale de retraite et d'assurance, directeur informatique de la CDG, directeur de la gestion des titres à la CDG, directeur des ressources humaines de la CDG, secrétaire général de la Banque nationale de développement économique, responsable du pôle support de la CDG, président délégué de l'Institut CDG et de la fondation du groupe CDG, PDG de la filiale forestière du groupe. À ce titre, il a amené différents chantiers et projets comme la refonte totale du système de gestion des ressources humaines du groupe du CDG et à la mise en place d'un processus de dialogue social avec les instances dédiées. La contribution à la dématérialisation des titres au Maroc, au développement de logiciels appropriés, la création d'une société d'outsourcing informatique sous forme d'une GVHP CDJ IT Service 1300 employés, c'est fantastique. La mise en route de la fondation du groupe CDG et la supervision de l'unité de gestion du programme de réparation communautaire pour
les régions touchées dans le passé par des graves violations des droits de l'homme. Le lancement de l'Institut CDG où il a initié un master management en mode projet avec l'école des mines de Paris, la restructuration de la filiale bois et de forêt du groupe CDG. Mohamed Green est actuellement président du conseil d'administration d'une société du groupe CDG et membre des conseils d'administration des différentes entreprises et organisations marocaines. Il est secrétaire général de l'Institut marocain des administrateurs, IMA, et il est également membre fondateur et membre du Conseil national de l'Organisation marocaine des droits humains, l'OMDH. Mohamed Green, qui est né en 1953, détient un master d'études diplomatiques et stratégiques supérieures au CEDS de Paris, une maîtrise en sciences économiques, un certificat en informatique et un baccalauréat en sciences mathématiques. Il a également suivi le programme de certification universitaire en gouvernance d'entreprise au Collège des administrateurs des sociétés de Québec, Université de Laval, et détient la désignation d'administrateur de sociétés certifiées ASC. M. Mohamed Green est conférencier, chroniqueur, auteur de plusieurs articles et contributions en arabe et en français dans les domaines de l'économie et la finance, la gouvernance d'entreprise, la culture, la géostratégie et les sciences sociales. J'espère que je n'ai rien oublié. Et bienvenue à M. Mohamed Green parmi nous. Comment dirige بالعربية مرحبا بك سي محمد جرين. Merci beaucoup. في هذا البرنامج المغربي الفرنسي اللي تحاول قدر الإمكان من إشعاع الطاقات المغربية والقدرات المغربية وكذلك العلاقة المغربية الفرنسية. Voilà, vous avez tout résumé de mon parcours, mais il y a quelque chose que peut-être vous n'avez pas signalé, c'est que je suis un ancien détenu politique. J'ai pas fait attention. Voilà. Et qu'à ce titre-là, j'ai bénéficié d'une indemnisation d'un dirham symbolique dans le cadre de la réconciliation qu'a mené notre pays. Voilà. Si Mohamed Green, vous avez suivi comme tout le monde le discours du souverain marocain à l'Ayoun suite à la 40e anniversaire de la Marche verte. Et comme vous le savez, le Maroc est considéré à ce jour, à travers un certain nombre de pays européens et même internationaux, que le Maroc est l'élève brillant de l'Afrique, soit sur le plan politique, soit sur le plan économique, mais aussi sur le plan diplomatique. Et on constate comme le Maroc a franchi un grand pas suite aux élections du mois de septembre dernier, surtout à la régionalisation avancée. Et tout de suite derrière, il y a ce discours du souverain marocain qui est en relation avec l'objet de cette régionalisation avancée. Que représente pour vous tout ça? Tout d'abord, il faut dire que 40 ans après la Marche verte, 40 ans c'est un peu l'âge de la maturité. Beaucoup de choses ont mûri, tant au niveau du Maroc qu'au niveau de ces provinces du Sud. Et je crois que le discours royal d'avant-hier a marqué un tournant dans le traitement de la question par le Maroc. Le discours a été porteur d'un langage de fermeté, mais aussi d'ouverture, de responsabilité, de vérité vis-à-vis de tout le monde, vis-à-vis des populations de ces régions, vis-à-vis des élus de ces régions. Vous avez parlé des dernières élections de 2015 sur la base de la nouvelle constitution et qui donne des prérogatives très larges pour les régions. Et donc, il y a eu un langage de vérité et de responsabilité vis-à-vis des nouveaux élus. C'est aussi un discours de vérité vis-à-vis des citoyens et citoyennes séquestrés dans les camps du Tindouf, où le souverain marocain les a interpellés par rapport à leur situation, en leur disant de prendre leurs responsabilités. Mais surtout, et ça vous l'avez signalé dans votre introduction, c'est que le discours royal et ce qui s'en est suivi le lendemain avec la signature des accords concernant la mise en œuvre d'un nouveau modèle de développement des régions du sud du Maroc. En rupture totale avec tout ce qui pourrait s'apparenter à de la rente et donc d'un modèle qui était
était basé sur l'assistance, notamment sociale, et qui parfois laissait apparaître des poches de rente, c'est substituer un modèle qui est basé sur une stratégie intégrée, globale, qui vise le développement de ces régions et aussi le développement humain. Et l'histoire va enregistrer que le parachèvement de l'intégrité territoriale du Maroc et la bataille pour cela a toujours été l'occasion pour notre pays de faire des avancées dans d'autres domaines. Ainsi, depuis 40 ans, et je me rappelle, j'étais encore jeune, militant de la gauche marocaine, le lancement vers le début des années 70, 73, 74, de la bataille pour la récupération des provinces sahariennes marocaines a été l'occasion d'initier un processus démocratique dans le pays. Ce processus, bien sûr, a contenu des hauts et des bas, mais globalement, il a permis au Maroc de bâtir un parcours singulier par rapport aux autres pays de la région. Et 40 ans plus tard, quand le Maroc s'est lancé dans le processus d'une régionalisation avancée, les provinces du Sud et la bataille pour la consolidation de l'intégrité territoriale du Maroc va permettre à notre pays de faire une avancée dans ce domaine. Et ce qui a été annoncé hier et avant-hier et concrétisé le lendemain avec les signatures des différents départements ministériels et les responsables des 3 régions concernées montre que notre pays est entré dans une autre phase de construction économique et de développement économique. Et ainsi, ces régions-là vont être des régions pilotes qui vont servir d'exemple les autres régions du Maroc. Et si on ajoute à cela, vous avez annoncé tout à l'heure dans l'introduction que le Maroc s'oriente de plus en plus vers l'Afrique. Il faut dire que le choix d'aller vers l'Afrique est devenu un point essentiel de la stratégie de l'action du Maroc au niveau international et régional. Et il se trouve que dans ce domaine aussi, les provinces du Sud vont servir de plateforme pour notre pays et nous espérons pour tout le Grand Maghreb, parce que tôt ou tard, les problèmes et les conflits qui existent entre l'Algérie et le Maroc vont être dépassés, parce que c'est le sens de l'histoire, le rapprochement des peuples. Donc, ces provinces du Sud vont constituer une plateforme et un hub entre les pays du Maghreb et les pays de l'Afrique subsaharienne. D'où la coopération triangulaire Nord-Sud-Sud. Donc, attendez, et là, ça va venir, et ce n'est pas quelque chose qui vise à déloger d'autres intervenants dans l'Afrique subsaharienne. Tout au contraire. Exactement. La présence de plus en plus forte du Maroc en Afrique subsaharienne va faciliter le renforcement de la coopération avec d'autres intervenants traditionnels dans la région, notamment la France, la Chine et l'Inde. Et nous avons vu dernièrement la participation du souverain marocain au sommet Inde-Afrique. Et j'avais eu l'occasion de l'écrire à l'occasion de la dernière visite du président français au Maroc, où j'avais dit que le renforcement de la présence au Maroc, du Maroc en Afrique, est plutôt un atout pour un pays ami comme la France, où, comme vous venez de le dire, dans le cadre d'une approche triangulaire, nous pouvons faire de la du co-développement avec les pays de l'Afrique subsaharienne dans une démarche gagnant-gagnant, et bien sûr en rupture totale avec tout ce qui est paternalisme, tentative d'hégémonie, etc., mais plutôt
dans une approche d'égal à égal, mais qui s'inscrit dans la pérennité. Et les provinces du Sud, avec le nouveau modèle de développement économique et humain qui vient d'être lancé, vont être le fer de lance de cette nouvelle stratégie. Ainsi, nous allons avoir un centre d'excellence en termes de recherche scientifique appliquée, ce qui est une première. C'est que nous allons au Maroc décentraliser la recherche scientifique pour la mettre dans ces provinces du Sud et aussi pour viser une sorte d'intégration avec d'autres pays africains. Il y aura un CHU sur 30 hectares, ce qui va être certainement parmi les plus grands, sinon le plus grand centre hospitalier et universitaire du Maroc, avec cette ouverture vers l'Afrique. Il y aura aussi un hub aérien. Déjà, Casablanca est un grand hub aérien, mais le fait de déplacer ou de créer une sorte de binôme en termes de hub aérien entre les provinces du Sud, notamment l'Aïoun, et Casablanca, va permettre encore cette intégration africaine. Et si on ajoute à cela la route double voie entre Tiznit qui va jusqu'à Dakhla, et qui va être, comme nos amis et nos voisins et frères mauritaniens sont en train de construire aussi une route qui va arriver jusqu'à la frontière au niveau de l'Gouira. Donc on pourra, c'est une ouverture entre l'Afrique du Nord et au-delà l'Europe et l'Afrique subsaharienne. Exactement. Monsieur Green, juste pour vous dire, tout ce que vous venez de citer, je vous cache pas la vérité, je travaille dedans depuis un certain temps et je peux vous en témoigner d'une manière claire et nette. Les Français sont conscients de l'enjeu, soit géopolitique, soit géostratégique, et sont partie prenante dans cette démarche dans le cadre de l'amitié franco-marocaine et dans le cadre d'un destin commun où le Maroc et la France peuvent jouer un rôle d'un tremplin entre l'Europe et l'Afrique. Et ça, c'est important pour deux choses à mes yeux. Premièrement, il y a mais à part l'économie, il y a aussi de la politique, il y a de la diplomatie, il y a aussi l'histoire, il y a aussi la langue, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. La proximité culturelle. Et la proximité culturelle. La quasi-totalité des cadres marocains sont formés en Europe et notamment en France. Je le côtoie presque journalièrement avec les gens avec qui je travaille. Et dans ce sens-là, et on a parlé, je crois, une fois là-dessus, dans ce sens, nous organisons le premier salon de la ville à Lyon qui permettra à l'ensemble des villes de province du Sud d'être présentes dans ce salon autant que villes marocaines pour proposer leurs projets de coopération, leurs projets de développement à nos partenaires français qui n'en demandent que ça. Et ça, sur la deuxième région de France, quand même, c'est la région Rhône-Alpes, et aussi sur le deuxième pôle métropolitain de France, Carrefour de l'Europe, on est à 140 km à 120 km de Genève et on est à 240 km du Turin. Effectivement, si vous permettez, c'est que ce salon sera une très belle occasion pour nos villes marocaines de présenter tous les plans de rénovation et de développement de ces villes. Vous savez, ce qui a été annoncé avant-hier et concrétisé le lendemain, hier, au niveau de Al-Ayoun, pour les régions du province du Sud, cela se passe pratiquement pour tous les villes du Maroc. Sauf que pour les provinces du Sud, c'est plutôt les régions qui sont... donc c'est une approche régionale. Mais sinon, vous avez les grands projets qui sont en cours maintenant. 3 semaines ou 4 semaines avant qu'il y ait la grande manifestation de l'Aïoun, il y a eu le lancement du plan de développement intégré de la ville d'Al Hoceima par le souverain marocain. Rabat est dans son grand projet, la ville des Lumières.
les villes comme Oujda et Saïdia sont en train de finaliser leur plan de développement. Les nouvelles villes au Maroc, la ville de Temsna, qui est une ville écologique avec une orientation vers le retail moyen et tout ce qui est logistique et connaissance. Tout ce que fait le Maroc, c'est peut-être une opportunité. Il y a d'autres villes qui sont de la CDG, notamment Znata, et les villes vertes comme Ben Grir, comme Mazagan. Voilà, donc tout le Maroc, actuellement, est en pleine ébullition et de développement. C'est pour cela que, pour revenir au discours royal à l'occasion du 40e anniversaire de la Marche verte, le Maroc, fort de cette accumulation de développement partout dans ces régions, le Maroc aussi, tenant compte de la situation géostratégique qui fait que le projet séparatiste n'a pas d'avenir. Aucune personne sensée, aucun observateur qui est objectif, aucun pays raisonnable ne peut imaginer la création d'un État fantoche avec quelques dizaines de milliers d'habitants dans un territoire qui représente la moitié du Maroc actuel. Donc, le projet séparatiste étant allant vers sa fin, le Maroc vient de montrer sa détermination à aller de l'avant et à respecter les engagements qu'il a annoncés lui-même en disant « je vais bâtir une régionalisation avancée et que cette régionalisation avancée va être implantée en priorité dans les régions du sud du Maroc qui, dans une grande partie, fait l'objet d'un conflit qui est actuellement entre les mains des instances internationales, notamment l'ONU. Le Maroc, en plus de cela, une proposition qui est sérieuse, qui est réaliste, celle d'une large autonomie qu'on peut donner à ces provinces, et il commence déjà à le faire sur le terrain. Juste pour vous dire, la semaine dernière, j'avais un acteur associatif de Renoir, de la ville de Bouches d'Or, en ligne de la ville de Bouches d'Or. Et tout ce que vous êtes en train de me dire là, lui, il l'a raconté d'une manière claire et nette sur le terrain. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que ce sentiment de la population locale, d'acceptation et aussi de réception, ce message de maturité, ce message économique et d'espoir et aussi d'autonomie sur un niveau très poussé. Ça montre quand même, il faut dire les choses telles qu'elles sont, qu'il y a une base qui soutient ce discours, qu'il y a une base qui soutient aussi cette démarche qui est innovante, c'est une première en Afrique. On ne peut que s'en féliciter. Et si vous le permettez, il me reste une question très importante, parce que je sais que vous êtes quelqu'un qui la défend depuis un certain temps. C'est que tout simplement, vous savez, dans une ville, dans une économie, dans un pays, il ne peut se développer que avec les deux binômes que j'estime incontournables, l'homme et la femme. Les deux genres, ces femmes et ces hommes. Voilà. Hein, donc l'homme et la femme. Et là, je reviens à ma question principale. Quel rôle peut jouer la femme dans la promotion de ces provinces du Sud et de quelle manière? Et c'est là, j'ouvre la parenthèse sur l'histoire des microcrédits ou l'économie locale. Dans tous les cas, le Maroc a fait un choix qui est incrusté dans sa nouvelle constitution. Le choix de l'égalité des hommes et des femmes. Nous savons que pour cela, il y a un processus, il y a des étapes à choisir, mais il faut y aller résolument, sans altermoiement. Et je peux vous dire que toutes les tentatives qui visent à retarder la grande marche du Maroc vers l'égalité ne vont pas réussir pour les régions du Sud. Tout d'abord, historiquement, la femme des régions du Sahara est connue pour avoir un rôle très important au sein de la famille. C'est le même cas que dans les campagnes marocaines. C'est un rôle plus important sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan familial, qui était en avance par rapport à ce que connaissait la femme dans les villes impériales,
Mais le développement des villes impériales et l'entrée de la femme en force dans la vie active fait que ce retard de la femme citadine par rapport à la femme de la campagne et la femme du désert est en train d'être rattrapé. Maintenant, le nouveau modèle de développement qui est en train, pour les régions du Sud, qui veut substituer à l'assistanat, à l'économie de rente, un modèle d'intégration et du capital humain et de développement de l'homme avec grande tâche, dans ce domaine-là, en développant les activités génératrices de revenus, les femmes qui, de par l'expérience vécue par le Maroc en termes de microcrédit, à titre d'exemple, où elles sont exemplaires. Personnellement, je contribue au jury, je préside le jury d'un prix national qui est décerné aux micro-entrepreneurs, et l'on voit chaque année le rôle prépondérant de la femme de manière générale au Maroc dans ce domaine-là. Donc, le nouveau modèle de développement ouvre une autre opportunité pour la femme marocaine dans ces régions de pouvoir s'imposer. Mais je voudrais revenir quand même sur le témoignage dont vous avez parlé, je crois, d'un citoyen en direct de Bojdoria. Exactement. Ce que je veux préciser notamment à vos auditeurs et auditrices qui ne sont pas marocains, c'est qu'il y a deux offres pour la population de ces régions-là. Il y a une offre qui est celle des séparatistes, qui est c'est une illusion. Donc ce n'est pas une véritable offre solvable qui peut se réalisable ni réaliste. Et en contrepartie, ce qu'apporte le Maroc, c'est l'unité, c'est-à-dire rester avec qui est l'entité marocaine qui a été toujours dans les parties sahariennes ont toujours constitué un élément essentiel. Non seulement qu'ils resteront dans l'unité avec leur mère patrie, qui est le Maroc, mais en même temps, ils vont être maîtres de leur destin sur le plan économique, sur le plan politique, et dans le cadre d'une régionalisation très avancée, mais aussi dans une perspective d'une large autonomie. Donc c'est tout à fait normal, à part les gens qui ont un intérêt quelconque, pour ne pas utiliser un terme choquant, une fois quand j'ai rencontré un représentant du Polisario dans une rencontre internationale, je lui ai dit que le problème dans notre débat, c'est que moi je suis en train de partir de principe, mais vous, c'est devenu votre métier. Il y a des gens dont le métier du projet, entre guillemets, séparatiste. Donc c'est tout à fait normal que la base, dans son écrasante majorité, épouse le projet marocain, parce que c'est un projet d'avenir, c'est un projet d'unité, mais c'est aussi un projet d'autonomie. Sigrid, il me reste presque une quarantaine, non même pas, une vingtaine de minutes, et j'ai avec moi d'ici peu un numéro, un Marocain résidant à l'étranger, et qui est un artiste reconnu, un enfant de Titouan, Sabeltef Zerradi. Et voilà. Et ma question que je vous pose, et me sera, s'il vous plaît, la réponse le plus court possible. Quel message, vous, de la part de C. Mohamed Green, pour ces Marocains résidant à l'étranger, ces Franco-Marocains et ces Euro-Marocains, donc partout dans le monde, quel message que vous pouvez leur lancer par rapport à cette renaissance économique dans les provinces du Sud, par l'intermédiaire d'un homme d'expérience, un homme de vision futuriste et un acteur sur le terrain?
En fait, le message que je fais aux Marocains résidant à l'étranger et travaillant à l'étranger, c'est le message que je fais à mes enfants. J'ai 3 enfants qui sont résidents à l'étranger. Un à Toulouse, le deuxième à Londres et le troisième à Montréal. Le message que je leur dis, je viens la semaine dernière, j'étais au nord du Maroc. Et la semaine d'avant, j'étais à Émile Chil. Je me rends compte, moi qui a milité dans ce pays, qui a été emprisonné plusieurs fois, qui a échappé à une tentative d'assassinat, je retrouve à la fin de ma vie, j'ai la soixantaine, je retrouve ce Maroc qui est en train de se construire et dont j'ai rêvé. J'appelle les Marocains résidant à l'étranger à contribuer à cet élan, soit en revenant au Maroc pour ceux et celles qui y voient une opportunité pour le développement de leur personne et le développement de leur pays, soit à partir de là où ils sont pour contribuer à construire ce Maroc dont nous avons rêvé, nous les anciens, et qui est en train de se concrétiser, ce Maroc du progrès, ce Maroc de la modernité, ce Maroc que nous voulons de l'égalité. C'est vrai que le chemin n'est pas facile, c'est vrai que le passé et les conservateurs et les passéistes de tout genre résistent, c'est vrai que le nouveau n'arrive pas à s'imposer facilement, mais il y a une grande vision en haut de l'État, il y a une volonté de la part des couches conscientes de notre population. Venez y mettre votre contribution, soit de là où vous êtes, soit carrément, quand cela vous paraît le plus intéressant pour votre émancipation et votre projet de vie, venez construire et contribuer à la construction de ce Maroc nouveau qui va s'imposer malgré les résistances, malgré les tergiversations. Le Maroc ira de l'avant. Nous y croyons. Inch'Allah, donc à la fin, je vous dédie cette belle chanson. J'en suis convaincu qu'il va vous faire plaisir. C'est quoi la chanson? Écoutez, restez en ligne. أنا حر لله فهمني أنا شفته وعجبني يا سيدي أنا حر Voilà, Sigrid, j'espère bien que ça... Nous travaillerons pour que chaque Marocain se sente libre, que dans une démocratie, nous savons que nous avons fait des pas, qu'il y a beaucoup de chemin à faire, mais nous allons le faire. Et si nous, les aînés, ne seront pas présents, eh bien le flambeau sera porté par cette jeunesse. Non, vous savez, les gens qui militent pour le progrès, ils ont l'impression d'avoir commencé avec Socrate, Platon et tous les philosophes de la lumière, et ils ont l'impression qu'ils vont rester éternellement à travers les nouvelles générations qui vont porter le même flambeau du progrès, de la modernité et de l'égalité et de la liberté. مرحبا سيغرين مرحبا بك في لو صالون دو لا فيل كي يغالي ان شاء الله اليوم مرحبا بجميع الاحرار المغاربه والاحرار عبر العالم. الله يحفظك ويرعاك. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. ما بيدي حيلة وفين الحيلة ما بيدي حيلة وفين الحيلة من أول نظرة قلبي مال قلبي مال قلبي مال وغير البارح وانا هني غير البارح وانا هني واليوم انا مشغول البال مشغول البال مشغول البال ما بيدي وفين الحيلة ما بيدي حيلة وفين الحيلة من أول نظرة قلبي مال قلبي مال قلبي مال وغير البارح. Arc-en-ciel,
Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société.